Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier et remercier Christine et son équipe de m'avoir invité et offert cette opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Ce que Christine et son équipe ont demandé de préparer aujourd'hui, c'est une discussion sur la mobilisation et le rapport de force dans le secteur de la santé et services sociaux. J'ai choisi de préparer un PowerPoint qui repose sur des principes généraux du caractère de votre régime. Je ne rentrerai pas dans les technicalités du régime. Si vous voulez, dans les questions, je peux rentrer dans les technicalités de votre régime et ses conséquences pour le rapport de force. Mais on sait tous hein, que vous êtes sous un régime de services essentiels, que vous êtes sous le régime de la loi 37 pour négocier, où la négociation, je vais en parler de ça, où la négociation est très centralisée et retirée des lieux de travail. On sait très bien également que votre rapport de force, il est politique, mais ça, on va en discuter. Le mode d'échange que je vous proposerai aujourd'hui, c'est au fur et à mesure, si vous avez des questions, levez votre main pendant la rencontre. Et puis moi, périodiquement, gardez votre main levée. Je parle de la main là, quand vous cliquez là, sur vos choses, pas votre main comme ça, là, vous allez venir fatiguer. Puis moi, ensuite, je vais prendre les questions au fur et à mesure, après que je vais arrêter à quelques blocs. Donc, la présentation repose sur mobilisation et rapport de force. Je vais me présenter. Je suis Jean-Noël Grenier. Je suis professeur depuis 2004 au département des relations industrielles de l'Université Laval. Je suis spécialisé dans la négociation collective, les relations de travail, mais avec, si on peut ainsi dire, une surspécialisation dans les secteurs publics et les services publics. Christine m'a invité suite à une présentation que j'ai faite au congrès du SCFP. Québec, qui était un congrès avec beaucoup de succès, où on a pu voir énormément de solidarité lors de la cueillette de fonds pour les camarades qui étaient en conflit de travail. Ce qui m'a impressionné énormément, cette solidarité. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon PowerPoint. Tel que Christine le mentionnait, il va vous être distribué, il vous appartient. On va admettre encore quelqu'un. Donc, c'est un PowerPoint relativement court, comme je mentionnais, qui repose sur des principes. Donc, c'est pour aider à mes propos. Je ne répète pas nécessairement tout ce qui est sur le PowerPoint. Là, il n'y a rien qui paraît. Ça, Oui, on voit. C'est sûr oui, que c'est voilà. pas. Moi, je ne voyais pas. Donc voilà, ceci est simplement l'acétate pour la présentation. Donc, c'est pour le titre, la mobilisation et la négociation collective dans le secteur de la santé et des services sociaux, la construction d'un rapport de force. Donc, le cœur de la présentation du propos, c'est l'importance de la mobilisation dans la construction d'un rapport de force, surtout dans les secteurs publics parapublics. Contrairement au secteur privé, dans le secteur public parapublic, la rationalité de la négociation, donc qu'est-ce qui fait changer les positions de l'acteur patronal, c'est beaucoup la dimension politique des relations de travail. Nous, dans notre jargon à nous, on parle de coûts de désaccord. Donc, quelles sont les conséquences pour l'employeur lorsqu'il n'accepte pas vos demandes? Bien, elles se doivent d'être simplement politiques. Ce n'est pas comme dans l'entreprise privée où les conséquences pour l'employeur d'une grève, c'est une perte de revenus, c'est une perte de rentabilité, perte de sa place sur le marché du travail. Ici, on est vraiment devant des entités politiques où les décisions sont politiques. Vous remarquerez d'ailleurs que de plus en plus, vos négociations se centralisent à l'interne vers le Conseil du Trésor. Sur vos tables sectorielles, et également, même pour vos ententes locales, c'est de plus en plus le Conseil du Trésor et ses politiques qui décident. Le comité patronal que vous avez, donc le comité patronal de négociation collective pour le secteur de la santé et des services sociaux, le CPN-SSS, de plus en plus, c'est le Conseil du Trésor qui mène. Il ne confie plus seulement des mandats au comité patronal, mais bel et bien s'y présente. Et c'est lui qui est porteur du mandat. Ce qui augmente la politisation encore plus de la négociation collective, parce que lorsqu'on parle du Conseil du Trésor, on est dans les plus hautes instances politiques du gouvernement du Québec. D'ailleurs, la négociatrice en chef du gouvernement du Québec, Édith Lapointe, maintenant, elle a le statut, sans le titre officiel, de sous-ministre au Conseil du Trésor, parce qu'elle prend directement ses mandats de Mme Lebel et ensuite les transmet à son équipe négociante. Donc, on est dans un environnement extrêmement politique. Ce qui veut donc dire que la mobilisation, la capacité d'exprimer notre désaccord à l'employeur et d'alerter la population est très important pour les mouvements aux tables de négociation collective. Par exemple, lorsqu'on interviewe vos négociateurs, négociatrices aux tables sectorielles, ce qu'ils vont toujours nous dire, c'est que les mouvements aux tables de négociation
dépendent de la mobilisation du monde. Ce n'est pas la logique, la rationalité qui compte. C'est une rationalité uniquement politique. Donc, il faut garder ça en tête, ce qui fait donc que la mobilisation est extrêmement importante pour vous. Hein, on peut faire quelques constats de départ sur le contexte dans lequel vous négociez. D'abord, hein, on a une pénurie de main-d'œuvre. Logiquement, et ce que l'on voit dans le secteur privé, c'est qu'une pénurie de main-d'œuvre amène les employeurs et les syndicats, bien sûr, mais il faut que les employeurs bougent car c'est eux qui ont les droits de gérance, à améliorer d'une façon importante les conditions de travail, à offrir beaucoup plus de souplesse, par exemple, aux personnes salariées, des améliorations importantes de la rémunération. On voit, par exemple, des 25 sur 3 ans présentement, des 26 sur 4 ans. Vous donnez une idée, chez Vachon, un de mes amis vient de terminer la négociation chez Vachon à Sainte-Marie, et puis c'est 26 sur 3 ans qu'ils obtiennent. Puis ça, on le voit partout. Hein, partout, partout. C'est l'effet de la concurrence, mais également le fait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et les employeurs dans le privé sont très conscients de cette situation. Ça existe également dans le public, hein? Vous le savez mieux que moi. Il y a beaucoup de pénuries de main-d'œuvre. Et puis, une des conséquences, c'est qu'on rentre dans une espèce de cercle vicieux maintenant dans le secteur public, où la pénurie de main-d'œuvre, plutôt que de provoquer une amélioration de la qualité des emplois et du travail, va plutôt amener une détérioration de celle-ci, parce qu'on décharge énormément de responsabilités et tâches sur les salariés qui sont encore en poste, ce qui aggrave de plus en plus vos conditions de travail. Donc, on est dans un cercle vicieux où pénurie de main-d'œuvre aggrave les conditions de travail qui provoquent des pénuries de main-d'œuvre et etc. Donc, on n'arrive pas à s'en sortir. Et pour ça, moi, je crois que ce sont les organisations syndicales qui vont montrer la voie à l'employeur par les pressions qu'ils vont pouvoir mettre et les propositions qu'ils vont faire sur la table. Mais pour cela, ils doivent être appuyés par leurs membres. Mais ce que ça fait, c'est qu'on a un bassin, puis on va en parler tantôt quand on va tomber directement sur la mobilisation, on a un bassin de salariés, personnes salariées, qui ont énormément de récriminations envers l'employeur. Et ça peut être un levier pour la mobilisation, comme ça ne peut pas l'être. On va en parler tantôt. Hein? Donc, ça place les enjeux de la qualité de l'emploi, la qualité également de l'accessibilité des services au centre des préoccupations. Puis pour ça, ça prend de la main-d'œuvre qui est bien rémunérée, qui veut s'investir. On ne peut pas blâmer les gens présentement lorsqu'ils quittent le réseau ou lorsqu'ils cherchent à sauver leur peau. C'est normal dans la situation actuelle. Par contre, ça ne semble pas émouvoir le gouvernement. Ça ne semble pas le pousser vers une collaboration patronale syndicale. Lorsque le gouvernement parle de collaboration patronale syndicale, il veut mettre en place ces espèces de forums. Moi, j'avais écrit un article dans le Devoir d'opinion lorsqu'il avait proposé ces forums-là, alertant les organisations syndicales, il n'en avait pas besoin, là, mais quand même, je voulais m'exprimer, que c'était en réalité un piège à con. Le gouvernement tente d'avoir de la collaboration, mais en dehors du régime. Donc là où les syndicats n'ont aucune emprise, autrement dit, les ententes ne veulent rien dire. Puis il voulait introduire dans ces forums différentes parties prenantes de la société civile. Donc, vous auriez, par exemple, les groupes d'usagers qui viennent influencer vos conditions de travail directement avec l'État. Donc, il allait se chercher des alliés. Donc, c'est un gouvernement qui ne pousse pas vraiment vers la collaboration patronale syndicale. D'ailleurs, vous pouvez probablement le voir au jour le jour, au quotidien dans vos lieux de travail. C'est de plus en plus difficile pour les conseillers en relation de travail dans vos milieux d'en venir à des ententes avec les employeurs puis de régler des griefs, par exemple. Hein? On ne veut pas. L'employeur ne semble pas le vouloir le faire. Hein? Il envoie tout ça en haut pour que ça prenne du temps. Ça devient extrêmement conflictuel. Donc, il ne semble pas vouloir une collaboration. Puis lorsqu'il parle de collaboration, c'est selon sa propre logique à lui. Noterez, par exemple, qu'il blâme les syndicats qui ne sont pas aux tables. Hein? Ce que vous avez mentionné tantôt. Là. Mais le gouvernement, lui, voudrait que vous soyez aux tables, ces tables de discussion qu'il avait, ces forums. C'est de ça qu'il parle. Mais il ne se gêne pas pour mentir à la population, pour vous dépeindre, et vos organisations syndicales comme étant des personnes qui ne veulent pas changer. Vous vous rappelez pour les primes, lorsque le gouvernement disait « J'aimerais augmenter les salaires des gens, mais les syndicats ne veulent pas. » Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Un syndicat qui ne veut pas améliorer les salaires de ses membres. Fait que c'est de l'ordre du discours politique d'une façon très importante. Et c'est par la mobilisation qu'on peut contrecarrer ce genre de discours. Également, encore une fois, vos négociations collectives se situent pour une énième réforme, encore une fois la réforme actuelle qui va centraliser encore plus les décisions en contexte de négociations collectives. Ça, on le voit depuis 2005. En 2005, il y a eu la loi 30.
en contexte de négociation collective. On avait eu également une réformette en 2010. 2015, M. Barrette également avec sa réforme de la loi 10, la loi 20. Donc, il semblerait y avoir une stratégie de mettre le bordel dans les accréditations en contexte de négociation collective. On se rappellera, par exemple, en 2005, les organisations syndicales avaient de la difficulté à formuler des revendications parce qu'elles ne savaient pas qui allait la représenter. Ça amène une difficulté importante, puis il y a des changements de culture fréquemment. Hein? Donc, ça fait partie d'une stratégie. C'est une stratégie d'abord pour éparpiller vos ressources, parce que là, vous devez vous concentrer également sur la réforme au niveau national, mais également pour mettre beaucoup d'incertitudes dans vos rangs et mettre beaucoup de, si on peut dire, faire en sorte que dans vos rangs, il y ait des conflits internes entre des gens qui ont des différentes logiques, qui n'étaient pas membres des mêmes organisations syndicales avant. Donc, ça amène beaucoup de bordel et ça nuit à la construction soit d'un cartel ou d'un front commun en santé. Encore une fois, parce que chacun se regarde comme chien de faïence en espérant pouvoir marauder. Hein? C'est un petit peu ça qui se produit. Là, hein? Donc, ça rend ça extrêmement difficile, les fronts communs puis leur maintien. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel on est. Dans ce contexte-là, ce que les études nous démontrent, surtout dans les secteurs publics parapublics au niveau international, c'est la mobilisation et la construction d'un rapport de force qui vont jouer un rôle important pour améliorer les conditions de travail des membres. Donc, la mobilisation demeure le socle sur lequel va se construire le rapport de force en relation de travail, surtout en négociation collective. Hein? Gérard Dion, qui est le fondateur de mon département, l'abbé Dion, qui est un jésuite, mentionnait toujours la chose suivante. Hein? En relation de travail, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut avoir la force d'avoir raison. Donc, il faut être en mesure de s'imposer. C'est un peu un discours différent de ce qu'on entend aujourd'hui de nos jours avec les plus jeunes d'aujourd'hui qui entendent rarement parler de ça, mais ça demeure une réalité des relations de travail. Ça demeure cette grande réalité des relations de travail où il faut avoir la capacité d'influencer l'autre. Donc, il faut qu'il y ait d'une certaine façon une certaine crainte puis une conviction chez vos vis-à-vis que vous allez agir pour lui imposer un coup de politique s'il refuse d'améliorer vos conditions de travail. Puis comme je mentionnais en introduction, cela est d'autant plus vrai dans les secteurs publics et les services publics parce que vos négociations s'inscrivent dans une dynamique politique. Autrefois, jusqu'au déficit zéro, les organisations syndicales avaient un certain avantage parce que les négociations collectives arrivaient au moment juste avant les élections. Lorsqu'on a prolongé les conventions collectives à 4 et 5 ans, ça l'a rompu avec cette dynamique. Donc, vous avez perdu un certain rapport de force parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui aimait avoir des conflits de travail en temps électoral, sauf peut-être M. Charest. Hein? Mais lui, c'était toute une bébite. Hein? Mais normalement, les gouvernements veulent avoir la paix sociale au moment des campagnes électorales. Et puis, vous avez perdu, si on peut dire, ce bâton-là que vous aviez autrefois. On se rappellera, par exemple, Jacques Parizeau, qui avait accordé 4 % par année pendant 4 ans aux travailleurs, travailleuses des secteurs publics, parapublics, à la veille d'une élection. Donc, c'est une dynamique qui existait et qui existe moins aujourd'hui, mais elles s'inscrivent quand même, vos négociations collectives, dans une dynamique politique. Rappelez-vous, pendant la pandémie, les fameuses conférences de M. Legault et consoeurs. Il terminait toujours avec une espèce de dénigrement ou un commentaire sur les syndicats. Il finissait toujours avec ça. Ça vous démontre un petit peu comment c'est politique, la dynamique. Puis un gouvernement également se cherche toujours un adversaire. Bon, là, M. Legault, il a essayé avec Gabriel Nadeau-Dubois, ça n'a pas marché. Là, il essaye avec, comment il s'appelle donc, le jeune du Parti québécois, son nom est trop long, là, trop composé pour que moi je m'en rappelle. Là. Mais il essaye de se trouver des adversaires à quelque part. Puis là, vous arrivez. Puis là, il se trouve un adversaire, si on peut ainsi dire. Puis il ne faut pas le laisser, lui, dépeindre le carré de sable. Il faut que nous, on dépeigne le carré de sable. Donc, le rapport de force, la force du nombre, hein, c'est démontrer que les membres appuient les revendications syndicales. C'est la première chose. On dit souvent dans les secteurs publics, parapublics, que c'est l'appui de la population qui compte. Mais la population ne se rangera pas derrière des travailleurs, travailleuses qui ne s'appuient pas eux-mêmes. Il faut que nous, on fasse la démonstration qu'on considère que nos revendications sont légitimes, qu'on les appuie et qu'on appuie nos équipes négociatrices. Donc, démontrer que les membres appuient les revendications syndicales. Également, imposer des coûts politiques à l'employeur.
Donc, en communiquant avec la population, en s'affichant, la mobilisation, ça prend plusieurs formes. En discutant avec les membres de nos familles, il ne faut pas avoir peur de leur répondre, hein, parce qu'ils pensent toujours que les travailleurs, travailleuses des secteurs publics ont des conditions de travail, là, surtout au niveau salarial, là, que c'est mieux que tout le monde, là, alors que c'est complètement faux. Ils pensent que vous avez des régimes de retraite dorés, alors que c'est totalement faux. Hein, la moyenne de la rente de retraite dans les secteurs publics parapublics, on parle de 32 33 000. Là. On ne parle pas là, exactement d'une richesse. Là, hein. Ça varie là, d'un corps d'emploi à l'autre, mais c'est de ça qu'on parle. Hein. Puis pour la majorité des syndiqués, c'est ça. Également, la mobilisation permet quelque chose d'important. Elle permet de souder la solidarité. L'action commune fait en sorte qu'on se connaît mieux en dehors de nos tâches quotidiennes. Ça fait en sorte qu'on partage une expérience. Puis cette expérience-là, ensuite, elle soude la solidarité, puis elle est porteuse pour les années suivantes, pour les rondes suivantes. Hein. On dit toujours qu'une négociation, une mobilisation en prépare une autre. On dit toujours cela. Donc, la mobilisation que l'on fait aujourd'hui, elle fait des petits pour les mobilisations futures. Ça nous permet d'identifier des leaders, des personnes qui vont vouloir s'engager dans l'organisation. Ça permet également, surtout aux membres, de discuter entre eux en dehors du contexte normal du travail. Moi, je sors d'un conflit de travail quand même assez long à l'Université Laval, 5 semaines de grève. Là, c'est assez bizarre, c'est l'employeur qui nous a demandé un vote de grève, là, mais en tout cas, ça, je reviendrai plus tard dans les questions-réponses si vous voulez. Là. Mais ce qu'on a fait comme activité, c'était des activités pour réunir notre monde. C'est surtout ça qu'on voulait, parce qu'on considérait que c'était ça qui était le plus important. Un petit peu comme vous, hein? Nous, on a des membres, par contre, on a un avantage, c'est sur un site. Par contre, on ne se voit pas. Moi, je ne connais pas les professeurs qui sont en sciences pures. Je ne connais pas ceux qui sont en actuariat normalement. Je ne les vois jamais. On reste vraiment dans nos départements. Et puis, on enseigne aux étudiants de nos départements. Donc, nous, on a voulu combler ce problème-là en disant, on va faire des activités communes. Puis nous, nos membres, je vais vous donner quelques idées, là, nos membres ne voulaient pas, par exemple, faire du piquetage. Les professeurs d'université n'aiment pas ça, faire ça. Ça, c'est différent pour chaque profil de membre. À la place, on organisait des activités de mobilisation qui étaient de court terme. On faisait des activités, par exemple, qui duraient 2 heures. On a fait une kermesse, on a fait des barbecues, on a fait des tailgates, on a fait des teintes à mort. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher les idées des membres. Moi, j'étais responsable, mais co-responsable du comité de mobilisation. Puis, la façon qu'on l'a fait, c'est qu'on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Puis, je vais revenir là-dessus tantôt. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis, on partait de là, on construisait avec eux une activité. Donc, on venait en support en les impliquant dans l'activité qu'ils nous proposaient, ça les mobilisait. Parce qu'il y avait un enjeu à ce que ça fonctionne. Puis ça a fonctionné beaucoup. Puis on n'a pas demandé à nos gens, par exemple, d'être une ligue de piquetage pendant 4 heures. On faisait de 11h30 à 13h30 une activité choc sur le campus. Ça pouvait être un teint à mort, toutes sortes de choses, avec plein d'instruments de musique. Comme je vous mentionnais, là, on a fait de la tire d'érable. Par exemple, nous, des fois, il faut jouer sur les erreurs de l'employeur. Hein. Nous, notre employeur a l'habitude, puisqu'il y a beaucoup de détresse psychologique à l'Université Laval, pas seulement chez les profs, mais toutes les catégories d'employés, les études démontrent qu'il y a beaucoup de détresse psychologique. Donc, au lieu de changer l'organisation du travail, il nous distribuait un petit chocolat à Saint-Valentin. C'est un petit cœur en chocolat. Notre actrice s'appelle Sophie. Donc, on a fait une activité où on distribuait les petits cœurs à Sophie sur le campus. Alors, on a fait toutes sortes de choses comme ça, qu'on allait chercher justement ce que l'employeur dit. L'employeur, par exemple, mentionnait que c'était à lui l'université. Bon, on a fait une campagne disant que c'est nous l'université. C'est nous qui rendons les services, nous et les autres catégories d'employés. C'est pas vous comme employeur. Donc, on s'appropriait les lieux. C'est tous des moyens qui paraissent soft, mais qui soudent la solidarité chez nos membres. Puis ensuite, on a duré 5 semaines avec des votes pour voir si on continuait, qui avait toujours des approbations autour de 96 alors qu'on était un syndicat qui était considéré comme étant réverbère à la grève. C'était la première grève depuis 2010, puis en 2010, ça avait duré 2 jours. Là. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose là, qui est assez phénoménal. Puis moi, je crois vraiment que c'est parce qu'on a changé notre approche à la mobilisation. On était plus vers le local, les membres, moins le syndicat qui disait quoi faire. Bien sûr, la mobilisation, elle permet de construire un rapport de force. Puis quand on parle de rapport de force, on parle d'une capacité.
Donc, j'ai la capacité, l'employeur est convaincu que j'ai la capacité de lui nuire. Donc, de créer des conditions qui sont favorables à ce que l'employeur accepte nos demandes. On revient à ce que je disais en introduction, où dans les secteurs publics, parapublics, aux tables de négociation, l'employeur attend de voir la mobilisation avant de bouger. Vous savez, quand vous dites là, que l'employeur n'est pas à table, là, présentement, là, ben, c'est parce qu'il attend de voir qu'est-ce qui va se passer à l'automne. C'est ça qu'il fait. Là. C'était la même chose, pas en 2019 parce qu'on est en contexte de pandémie, mais rappelez-vous en 2015, c'était ça, hein? Il attendait là, pour voir là, ce qui allait se produire. En 2010, pareil, en 2005, on peut remonter au déficit zéro, même à 20. Là. Donc, ça fait partie de leur stratégie toujours. Donc, ils veulent étirer le temps parce que pour eux, plus le temps va être long, moins les gens vont se solidariser. Parce que les gens vont commencer à sentir de la pression, de perte de salaire, etc. Également, leur entourage qui les regarde un petit peu moins, si on peut dire favorablement. Donc, ces choses-là. Donc, l'employeur, c'est là-dessus qu'il compte, là, carrément. Plutôt que de régler les choses rapidement, il étire le temps parce qu'il considère que ça joue en sa faveur. Ce rapport de force-là, tel que je mentionnais, ça dépend de la mobilisation des membres et de la population derrière vos revendications. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'avant nos revendications, surtout dans notre entourage. C'est une forme de mobilisation, ça, individuelle. Vos conditions de travail là, sont déficientes. Il ne faut pas que vous ayez peur de le dire. C'est important de le dire. Vos revendications sont légitimes. Moi, comme citoyen du Québec, je veux que vous ayez des bonnes conditions de travail parce que mon accès aux services publics, dans ce cas-ci, aux services à l'hôpital, dépend de vous. C'est vous qui travaillez en administration, là. Okay? Donc, vous êtes la catégorie service administratif. Si vous travaillez en administration, vous n'êtes pas là, puis qu'il manque plein de gens, là. L'hôpital ne fonctionnera pas, là. Vous êtes un petit peu ceux et celles qu'on ne voit pas, mais vous devez vous mettre de l'avant en mettant ça en évidence, là, que vous êtes comme le socle, la cheville sur lequel tout repose, là. On parle beaucoup des infirmières puis tout ça parce qu'on interagit avec elles au jour le jour, nous, les citoyens. Mais vous êtes plus cachés, mais ce que vous faites, c'est important. Par exemple, moi, ma demande pour me faire opérer aux yeux, là, si y a quelqu'un à l'hôpital Saint-Sacrement qui appert, là, ou qui n'est pas là, puis qui manque de monde, là, ou que ce soit une infirmière qui court pour faire 2, 3 jobs, mais moi, je ne passerai pas, là, je vais attendre longtemps, là, je vais en mettre des gouttes. Oui. On va m'acheter des tonneaux de gouttes. Oui. Donc, c'est très important de se mettre de l'avant, puis de valoriser ce que vous faites, parce que c'est important ce que vous faites. Je le sais que dans la santé, c'est comme en éducation. En éducation, tout le monde disparaît derrière les enseignants. Dans la santé, tout le monde disparaît derrière les professionnels en soins. Donc, vous avez un défi de vous mettre de l'avant. Puis ça, c'est en ayant le nombre. Il faut que vous ayez le nombre dans votre mobilisation et également parler avec votre entourage de vos réalités. Puis ça, c'est important d'engager les gens dans cette mobilisation puis qui appuient activement les revendications syndicales en raison de la structure de votre régime. Vous avez un régime de négociation collective qui, pour ainsi dire, retire l'interaction entre les parties de la table des lieux de travail. Vos tables de négociation sont sectorielles pour les enjeux d'organisation du travail, ensuite intersectorielles pour votre rémunération et autres. Mais ça fait en sorte que vos membres, la personne membre, regarde la négociation collective. C'est comme si elle regardait une pièce de théâtre qui est hors d'elle, où elle ne se sent pas partie prenante. Alors que, par exemple, quand on a une négociation décentralisée, ces lieux de travail, les salariés se sentent partie prenante de la négociation collective parce qu'à tous les jours, ils en ont conscience. Puis ils savent c'est qui leur négociateur, leur négociatrice, etc. Connaissent les représentants patronales, les représentantes patronales. Donc, c'est important d'engager les membres pour qu'ils puissent s'approprier leur négo. Puis qu'ils ne soient pas juste en train de voir un spectateur, puis un ou une spectatrice à qui éventuellement on va demander de prendre une pancarte et aller sur le bord de la rue. Pour avoir des petites activités de mobilisation avant qui font en sorte que les gens s'approprient cette négociation. Ça peut être, par exemple, des discussions, des cafés, rencontres. Nous, on le fait beaucoup dans la préparation de nos, éventuellement, ce qu'il y a eu une grève, là, ce qu'on ne voulait pas, mais dans la préparation de notre négo, puis dans le courant, au début de la négo, on rencontrait beaucoup par Zoom des personnes. On faisait un petit café rencontre là. On les rencontrait également individuellement, les gens. Mais on n'attendait pas qu'ils viennent nous voir. On allait les voir. Là, c'est normal. Hein? Si vous allez voir les gens au début, là, maudit syndicat, là, moi, je dis souvent aux gens, là, c'est parce qu'il faut qu'ils se vident. Puis il y a juste envers vous qui peuvent chialer. Ils ne peuvent pas chialer envers leur boss, surtout pas dans la santé.
Tu ne peux pas arriver et dire à ton boss là, des choses, il va te suspendre, il va te discipliner. Alors que le syndicat, il est élu. Donc, les gens vont se défouler sur leur syndicat. Mais ensuite, c'est de passer à travers ça, puis leur amener des faits sur la négociation, des faits sur l'importance de leur engagement. Parce que, bien sûr, hein, on a les matières intersectorielles qui sont entre le Conseil du Trésor et les organisations syndicales, les centrales et les organisations indépendantes, qui a lieu à l'échéance de la convention collective, et ce sont des délais très longs avant de pouvoir faire une grève. Hein? On le sait, hein, la demande de médiation, ensuite le médiateur, médiatrice pendant 60 jours, ensuite le 21 jours, puis parfois 7 jours de plus, puis à chaque fois qu'on sort, on fait ça. Mais ça nuit à une mobilisation lourde. Donc, il faut penser à des activités qui regroupent nos gens, puis qui ne sont pas lourdes. Juste des activités où ils ont de l'information, où ils peuvent discuter, puis se sentir plus proche de la négociation. Hein? Puis beaucoup de vos enjeux, votre enjeu de rémunération, il est au niveau sectoriel. Hein? L'organisation du travail, la qualité de vos emplois. Mais encore là, c'est retirer des lieux de travail. Hein? C'est le Conseil du Trésor avec le comité patronal et vos organisations syndicales. Mais encore là, hein, c'est un petit peu plus près de vous, les enjeux qui sont plus près de vous, mais encore une fois, sortis des lieux de travail. Et le troisième niveau de votre négociation, la négociation locale, par la loi 30 ou la loi 10, peu importe, mais vous n'avez pas le droit d'exercer un rapport de force. Donc, c'est maintenant que vous pouvez l'exercer. Parce que dans le cadre de la loi 30, on ne peut pas exercer un rapport de force sur l'employeur. Donc, c'est important de le faire maintenant. Parce que la capacité d'améliorer les conditions de travail, elle n'existera plus après, là, à moins que le gouvernement démontre une grande ouverture dans le courant de la prochaine convention collective sectorielle que vous aurez. Est-ce que je vais trop vite pour vous? Pour moi, non, je ne peux pas parler pour tout le monde. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Je vais peut-être arrêter le partage momentanément pour voir si on a des questions. OK, stop share. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Oui, Naomi. Salut tout le monde. Par rapport à la mobilisation, là, justement, organiser des activités et tout, c'est vrai que c'est bon, mais aviez-vous fait aussi des trucs, mettons, sur les réseaux sociaux? Je sais que ça aide aussi, Oui. mais Oui. ça pognait-tu quand même, Oui, mettons? oui. On avait une page Facebook très interactive, très animée. On faisait également, notre édition syndicale faisait des podcasts fréquemment courts pour tenir les gens informés de l'état de la négociation. Ça durait, souvent c'était notre président qui faisait, ça durait 1 ou 2 minutes. C'était très court. Ça disait, par exemple, aujourd'hui, on a discuté de tel enjeu à la table de négociation. Vous savez que voici notre revendication et pourquoi. Voici ce que nous propose l'employeur et voici pourquoi on le refuse. C'était tout simplement ça. Ça gardait nos gens informés. Puis ça avait un effet, hein? Ça avait un effet mobilisateur important, là, parce que les gens, lorsqu'ils voyaient notre président, Louis-Philippe, ben, ils s'accrochaient à lui. Parce qu'il mettait un visage. Puis c'est une bonne question, là. Puis c'est des choses simples à faire. Gardez ça avec un langage là, qui est accessible à tous. Mais surtout, ça nous permettait également de contrecarrer le discours patronal qui, lui, passait par ses canaux pour dire que notre comité de négo était, si on peut dire, intransigeant, etc., alors que ce n'était pas vrai. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Oui. Là, j'avais une carte Visa qui s'est affichée. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, hein? Oui. Oui, je pense que c'est Jean-Stéphane. Il y a aussi Jean-Guy. Oui. Jean-Stéphane, c'est à toi. Oui, bonjour. J'avais une question. Tu sais, pour la mobilisation, c'est-à-dire, je reviens toujours à la population et non avec mes membres. La population, on avait, cet été, trouvez-vous que c'était tranquille un peu puis qu'on n'a pas entendu vraiment parler dans les médias un peu partout, qu'on a manqué notre coup avec les festivals, avec tout ce qu'il y avait comme mobilisation qu'on aurait pu faire? C'est pas trop... Je veux dire, vous, quand vous avez mobilisé la population, peut-être pas vos membres, mais je reviens toujours à la population. Mais vu que les négociations s'en viennent, ben, c'est
trop tard au mois de septembre. Je trouve pas Non. qu'on en parle beaucoup dans les médias. Je trouve pas. Ouais. C'est effleuré sur le bout des lèvres. Bon, on avait beaucoup de festivals. On aurait pu profiter de cette occasion de cet été. C'était ça un peu mon interrogation. Ça, c'est personnel, là. Non, non, mais c'est très bien comme question, là, c'est important, ça. C'est que le problème, là, c'est que les médias, pour qu'ils parlent de vos enjeux, il faut qu'il y ait des événements. Puis il faut que vous se trouviez une place dans les médias. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Moi, j'en ai discuté fréquemment avec des journalistes au Journal de Québec et au Soleil, puis ils me disaient ça. Il faut que tu aies un événement. Il faut que moi, je puisse montrer des images, il faut qu'il y ait un événement. Je ne peux pas juste parler dans l'abstrait. Sans ça, mon rédacteur, ma rédactrice ne me donnera pas la plume. C'est aussi simple que ça. Fait que si vous l'aviez fait durant l'été, ça aurait peut-être été gaspillé, vos cartouches, là. Puis en plus, pendant l'été, les gens sont en vacances. Ça ne veut pas dire que les gens auraient réagi positivement. Ils auraient peut-être dit, ben là, tu sais, on est en vacances, on ne veut pas se faire écœurer avec ça, là, ces genres de choses-là. Puis tu sais, je pense que vous avez bien fait. Parce qu'il faut également que ça accompagne le rythme de la négo. Puis on sait toujours, hein, c'est à l'automne l'apex de la négo dans le secteur public. C'est surtout, il faut que vous soyez prêts là, pour l'automne. Parce que moi, je comprends votre point, là, mais je ne suis pas certain de la réponse de la population à cela. Puis vous auriez pu gaspiller beaucoup de cartouches, puis faire de la publicité, c'est très dispendieux. Puis vous auriez pu gaspiller beaucoup de ressources syndicales à ce moment-là. Moi, je pense que c'est plus l'important, c'est plus pendant l'été, c'est d'en parler à vos proches, que vos proches soient sensibilisés à la situation. Tu sais, les gens savent de l'extérieur, mais ils ne savent pas de l'intérieur, là. Tout. Tu sais, donc, c'est vraiment là, d'en parler à vos proches pour qu'eux, il faut commencer à mobiliser auprès de nos proches. Puis ensuite, ça peut s'étendre. Parce que nos proches font partie de la population. Hein. Puis parfois, il faut également rappeler aux gens hein, que quand on parle de la population, vous en faites partie également. Là. Souvent, ils vont jouer hein, les citoyens contre vous, les intérêts de la population contre les salariés des services publics. Mais vous êtes des citoyens, des citoyennes, là. Vous avez autant d'intérêt que les autres à l'extérieur, là, puis l'intérêt, c'est pour de bonnes conditions de travail. Tout le monde veut ça. Là. Il n'y a pas de honte à ça. Là. Hein, puis tout le monde veut de bons services. Hein. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'attendre en septembre. Mais là, il ne faudra pas attendre trop longtemps. Là, il faut y aller, d'après moi. Là. Donc, je ne pense pas que c'est une erreur stratégique. Mais je comprends votre question, hein, puis elle est bonne, votre question. C'est une bonne préoccupation, ça. Je considère que c'est une bonne préoccupation. Parce que vous savez, surtout que vous êtes en front commun, puis la difficulté, là, c'est que pendant l'été, en éducation, il ne se fait rien. Fait que là, vous auriez été un petit peu en porte-à-faux. Parce que les écoles sont fermées, etc., etc. Vous savez, il faut adapter sa stratégie si on est en front commun ou pas, là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Parfait, je suis bien heureux. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Il y a M. Jean-Guy Vien. Bon. J'aimerais ça juste vous entendre sur le parallèle dû au fait que maintenant, de plus en plus, on arrive difficilement à rejoindre nos membres puis on doit utiliser les moyens électroniques pour le faire. Pour donner un exemple, même chez nous, les assemblées en présentiel, ça n'existe presque plus parce que les résultats n'étaient pas mitigés, mais désastreux. Oui. Alors, et là, vous dites plutôt dans votre présentation que la représentation, c'est la force du nombre. Alors, on sait que la force du nombre pour faire des représentations, c'est la rue. Hein? Souvent ça. Et là, maintenant, on se dirige de plus en plus vers la seule façon qu'on a de rejoindre nos membres, c'est via électronique, des rencontres comme aujourd'hui, puis tout. Alors, j'aimerais ça vous entendre sur le parallèle de dire que oui, on a toujours ça, c'est à peu près notre seul moyen de pression qu'on a le nombre dans la rue. Et de plus en plus, on se dirige vers des moyens différents. Alors, c'est très difficile, c'est facile, de plus en plus facile d'amener les gens sur les écrans, mais maintenant, il ne faut pas qu'ils le regardent dans l'écran quand ça va se passer dans la rue. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est un problème majeur. C'est un problème important, c'est un enjeu important, puis pas seulement pour vos organisations syndicales à vous. Hein. Toutes les organisations syndicales font face à ce problème. C'est peut-être dans la façon qu'on utilise les réseaux sociaux. Comme je mentionnais tantôt, rendre accessible des petits podcasts aux membres. Animer également par les réseaux sociaux des groupes de discussion. Pas seulement les assemblées syndicales, mais où les membres peuvent s'exprimer. Faire un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, où les membres peuvent s'exprimer et les amener, organiser des activités. Parfois, ça paraît anodin, mais des activités sociales à l'extérieur pour les faire sortir, pour qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Mais il n'y a pas vraiment de solution magique à ça. Hein? Il n'y a vraiment pas de solution magique. Il faut trouver les moyens de faire en sorte qu'ils ne restent pas seulement à l'écran, comme vous mentionnez.
Puis ça, c'est du bricolage. Parce que tout dépend du profil des gens. Comme par exemple, si je suis dans un lieu où il y a une grande tradition col bleu, une grande tradition de syndicats combatifs, alors à ce moment-là, même s'ils sont en ligne dans les réseaux, ils vont se présenter lorsqu'il y a des assemblées. Si je suis plutôt dans une situation où il n'y a pas une grande tradition de mobilisation, etc., ça rend ça plus difficile, surtout s'il y a beaucoup de jeunes. Surtout s'il y a beaucoup de jeunes. Donc, peut-être qu'il faut les attirer, les appâter en organisant les activités sociales un peu. Style 5 à 7, ces genres de choses-là, pour que les gens, justement, sortent de leur domicile puis se rendent pour rencontrer les gens en personne. Mais ça, c'est pas évident. Là. Puis ça, il faut vraiment identifier ce que les membres aiment faire socialement. Puis ça permet, justement, ça donne une légitimité à l'idée de se regrouper. Parce que vous savez, même si les gens sont à l'écran, là, il y a beaucoup de gens là, qui sont tannés d'être seuls. Hein. Donc, il y a peut-être une opportunité là, de se faire sortir de chez eux. C'est un petit peu la réponse que je vous donnerais. Je sais que ce n'est pas une réponse satisfaisante, là, parce que c'est un problème avec lequel plusieurs organisations syndicales réfléchissent. Puis nous aussi, les chercheurs, on réfléchit énormément à ça, d'une façon extrêmement importante. Mais il y a des mobilisations qui se font également en ligne. Par exemple, afficher un fond d'écran qui se dit à l'employeur, fermer son ordinateur, refuser de faire du temps supplémentaire au-delà du temps, notre temps normal de travail, ces choses-là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en ligne. Là. Donc, c'est un petit peu la réponse que je vous donnerais. C'est un enjeu très complexe. Désolé, M. Vien. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Hein? Merci pour la réponse. C'est une tentative de réponse. Je sais, mais surtout sensible au fait quand vous avez dit l'école bleue, certaines catégories d'emploi, c'est beaucoup plus facile. Nous sommes, nous, dans une catégorie d'emploi qui n'est pas avec une tradition forte. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Très bien, merci. J'ai M. Leroux encore. Oui. Oui, juste une petite question. Si vous avez un conseil pour peut-être m'aider à mobiliser certains membres. Au niveau multiculturaliste, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur puis ils voient ça comme vraiment difficile. Le syndicat, ils ont eu peur dans leur pays du syndicat par rapport à ça. C'est ça. Ça, j'ai un problème par rapport à ça. Certains de mes membres sont réticents par rapport à ça. Puis la deuxième chose, c'est d'essayer d'emmener sur le terrain du monde qui sont en télétravail depuis 3 ans aussi. Parce que tout le monde se gratte la tête comment les ramener ici pour la mobilisation. Comment je vais les ramener, ces gens-là, en service essentiel, s'ils font 2 heures de rotation de grève, mais ils sont chez lui, il faut qu'ils viennent ici avec des pancartes. Fait que on se gratte toute la tête, à peu près tous les syndicats. Je ne sais pas si vous avez des réponses par rapport à ça, qu'est-ce qui devrait être efficace, mais c'est l'enjeu qu'on a présentement en 2023. Ça fait partie de notre quotidien. Tout ça, pour le dernier élément, peut-être faire des escouades de mobilisation. Hein? Donc, faire en sorte que ce n'est pas tous vos membres à chaque fois qui ont à se présenter avec des pancartes, etc. Mais plutôt faire des escouades rotatives qui peuvent mobiliser. Puis laisser aux autres une mobilisation en ligne, par exemple, comme je mentionnais tantôt, en ayant un fond d'écran qui exprime vos revendications plutôt que celui de l'employeur, en s'en tenant à leur temps de travail strictement, donc en faisant du work to rule. Ce sont des façons de faire. Mais également, vous pouvez préalablement proposer, par exemple, des 5 à 7 virtuels, des choses comme ça aux membres pour en discuter. Puis justement, arriver, de leur donner de l'information sur l'importance des enjeux de la négo. Puis l'importance justement du fait qu'ils doivent être là. Vous négociez pour eux. Vous les représentez. S'ils ne sont pas là, vous ne pouvez pas les représenter. Là. Vous n'avez pas de rapport de force. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, moi, j'ai beaucoup d'amis conseillers syndicaux qui ont justement font face à ce problème-là du multiculturalisme. Ce qu'ils font, hein, c'est qu'ils identifient qui sont les leaders parmi ces groupes. Puis à ce moment-là, ils leur offrent de l'éducation syndicale. C'est quoi le syndicalisme au Canada, par exemple, contrairement au Congo? Hein? On a des relations de travail qui sont réglementées, pacifiées. Un de mes amis, par exemple, chez Bessner, qui est conseiller syndical, lorsqu'il devait aller faire la grève il y a 4 ans, ben, le groupe, justement, sud-américain, eux, lorsqu'ils ont compris la légitimité, leur seule question, c'était est-ce qu'il y a une possibilité qu'on se fasse tirer dessus par la police? Puis là, en disant non, ben, ils ont tous joint
le mouvement, puis il était plus revendicateur que, entre guillemets, les Québécois de souche, là. Beaucoup plus revendicateur. Mais vous devez identifier les leaders parmi ces groupes-là qui ont une légitimité. Puis ça ne veut pas dire juste les grandes gueules, hein? Vous avez vraiment des personnes là, qui ont une légitimité parmi ces groupes-là qui peuvent être vos porteurs de messages. Puis il faut leur donner une certaine éducation syndicale. Et au SCFP, FTQ, vous êtes équipés pour ça. Oui, il y a des services là, que vous pouvez utiliser et que vous devriez utiliser, faire appel. Parce que ça n'arrêtera pas. Là. Au-delà de la négociation présente, là, ben, ça va être de plus en plus multiculturel dans la santé. Là. Mais ce qu'on voit, par exemple, dans les autres provinces canadiennes, dans les secteurs de santé et services sociaux, qui ont du multiculturalisme depuis très longtemps, puis qui ont des travailleurs temporaires, travailleuses temporaires depuis très longtemps, surtout au niveau des PAB, eux, par contre, là. Mais même dans le personnel administratif, c'est qu'à longue, quand ils ont fait leur première mobilisation, ces gens-là, maintenant, ils appuient fortement leurs organisations syndicales. Ça paraît moins parce qu'en Ontario, il y a un système d'arbitrage imposé. Par contre, si on va en Colombie-Britannique, en Alberta, là, ils appuient beaucoup leurs organisations syndicales, ils sont impliqués d'une façon importante dans leurs syndicats. Puis ça, c'est un processus d'éducation qui a eu lieu. Puis la première mobilisation qui faisait pas mal, bonjour Visa. Ça, est-ce que ce sont vos 4 derniers chiffres? Je vais vous admettre, là. Donc c'est seulement un processus d'apprentissage pour eux de notre culture de relations de travail que nous avons ici. Mais ça doit passer par des leaders du groupe. Pas vous. Ça doit passer par des leaders du groupe auxquels ils s'identifient, ces personnes. Ça va leur donner confiance dans l'organisation syndicale. Là, je crois que j'ai perdu le contrôle de mon écran. Hein. Je ne me vois plus. Non, Je nous, vois vous Visa voit. 23. Moi, je voyais Visa 2301. Ah! C'est peut-être parce qu'elle a parlé, donc on vous voit bien. Là, je vous ai piné pour être sûr que vous restiez toujours à l'écran tout le Parfait, monde. excellent. Est-ce que la réponse est satisfaisante? Oui, super. Merci beaucoup. Parfait, merci. Mais vos enjeux sont importants, puis il n'y a rien de facile. Hein? Non. Moi, la beauté, je suis professeur d'université. Je vous dis tout ça, puis après ça, je retourne dans mon bureau. Puis je regarde ce que vous faites, puis je dis, ouais, OK, c'est quand même pas pire. Est-ce qu'il y avait une autre main levée? Oui, iPhone de Sally. Parfait. Allô, vous m'entendez? Oui. OK. Bonjour. Moi, je veux comprendre quelque chose. Quand il y a Ouais. des nouveaux employés qui arrivent au SISMO, ça veut dire ils ont fait l'entretien d'embauche, le SISMO sait qu'il va les garder. Mhm. Bon, pourquoi on ne les achemine pas directement au syndicat? Pour qu'on prenne, même si c'est 30 minutes, pour leur expliquer c'est quoi, pourquoi, comment. Moi, je pense que ça, c'est vraiment, ça peut commencer déjà par là. Parce que lui, Oui. il arrive, comme on va dire ici, les Québécois, ou s'il est comme moi, ou il est comme autre là, il arrive, on l'embauche, il est content, il prend son sac, il va à la maison, et puis après, nous, quand on lui court, après, il ne comprend pas. Mais si la même journée qu'on l'embauche, nous, on lui dit, bon, voilà, tu es au Québec, tu vas travailler, tu as été pris, voilà, moi, je suis ton syndicat, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que le syndicat a déjà fait avant que toi tu arrives, voilà les acquis qu'on a déjà eus, voilà pourquoi on se bat, voilà pourquoi il faut. C'est ça qui est moi. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette petite partie-là? Ça, d'abord, il faudrait que ce soit inscrit dans votre convention collective, que l'employeur a l'obligation de s'assurer que les nouvelles personnes salariées rencontrent l'organisation syndicale. Dans le secteur de la santé et services sociaux, les secteurs publics généralement, au Québec, les employeurs emploient ce qu'on appelle une stratégie d'évitement syndical. Donc, ils ne veulent pas que les organisations syndicales aient une présence sur les lieux de travail, le moins possible, parce que justement, ils veulent nuire à vos capacités de mobilisation. Donc, pour eux, l'idée, c'est justement de faire en sorte que les gens n'aient pas de contact avec l'organisation syndicale. Ça fait partie de la culture que l'employeur veut introduire. Montréal-Ouest, je connais Montréal-Ouest. J'ai été témoin expert pour des arbitres, pour des arbitrages pour l'APTS dans votre 6. Donc, je connais un peu, là. Mais c'est carrément ça la stratégie. La stratégie, c'est de marginaliser l'organisation syndicale pour que la personne n'y voit qu'une cotisation. Puis justement, qu'elle n'ait pas accès à l'information qui lui permettrait de savoir que le syndicat est légitime et qu'il est présent, qu'il offre des services et qu'il défend leurs intérêts. Ça prendrait une obligation dans la convention collective.
savez, si vous prenez un pays, par exemple, comme la France, cette obligation-là est dans le Code du travail français. Mais ça n'existe pas ici. Jamais ici que. Même ici, notre droit du travail ne vous donne même pas le droit d'avoir des délégués. Vous devez les négocier, vos délégués. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Donc, on a un Code du travail qui est très libéral pour les employeurs. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, là, quand on compare avec ailleurs. Et puis, dans la santé, bien, les employeurs, ils sont anti-syndicaux la plupart du temps. Donc, ils veulent autant que possible marginaliser la présence syndicale sur les lieux de travail. Ce qui nuit encore une fois à votre mobilisation, votre capacité de mobilisation, parce que le nouveau ou la nouvelle membre n'est pas consciente de l'action syndicale. Puis ça soulève un point important de comment le syndicat fait de l'éducation syndicale auprès de ses nouveaux membres. Quel rôle donne-t-il aux personnes déléguées? Puis est-ce que les gens ont du temps pour le faire? Si les gens n'ont pas le temps pour le faire, il faut peut-être utiliser justement les réseaux sociaux, des podcasts, etc., pour faire en sorte que les nouveaux membres et les membres actuels aient accès à de l'information. Puis sachent que le syndicat est actif. Vous savez, ça, c'est la seule obligation ici, c'est que l'employeur s'assure que la personne sait sa carte de membre. C'est la seule obligation. Ce qui banalise le syndicat. J'aurais aimé ça, vous amener une meilleure réponse, là, mais j'en ai pas. Puis vous ne compterez pas d'histoire. Ça fait partie de stratégie patronale. On le voit, par exemple, dans vos négociations sur les ententes locales dans le cadre de la loi 30 ou de la loi 10. Les employeurs ne veulent pas faire des compromis. Ils veulent imposer leurs choses. Puis on prend dans l'arbitrage pour. La raison, c'est que justement qu'ils veulent marginaliser la présence syndicale autant que possible. On ne veut pas trop de comités conjoints patronal syndical. Donc, on ne veut pas trop d'interaction avec l'organisation syndicale. Puis le fait qu'on ne dirige pas les employés vers le bureau syndical lorsqu'ils arrivent, ça fait partie de cette logique patronale. On se bat pour ça. On devrait se battre pour ça. Oui. Désolé, là. J'aurais aimé ça vous amener quelque chose de mieux, là. Merci. On avait une autre main levée, hein? Oui, c'est moi-même. OK, c'est parfait, ça. Moi aussi, j'en ai une. Mais en fait, je voulais juste le dire aussi, on a beaucoup de membres en ce moment dans la rencontre. Puis le but aussi de cette rencontre-là, c'est un peu justement solliciter, vous informer, vous donner de l'information. Puis dans chacun de vos sections locales, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on est plusieurs sections locales. N'hésitez pas, si vous avez des idées, communiquer avec votre équipe syndicale pour justement mettre ces activités-là en banque, créer des trucs qui vous parlent à vous. Je pense que c'est aussi le but de débuter justement là, les conférences qu'on fait aujourd'hui. Puis vous savez, hein, quand on parle de mobilisation, on débute par de petites choses. Puis des fois, ça dérange l'employeur, mais ça nous réunit. Vous donner un exemple. Dans le contexte de l'austérité en 2015, à l'Université Laval, ils coupaient de façon importante dans le budget et essentiellement dans les services, les facultés d'éducation et de sciences sociales. Il y avait une certaine apathie sur le campus. Nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est une campagne où on portait des brassards rouges, la couleur de l'austérité, mais ça les dérangeait. On s'est fait apostropher par l'employeur parce que les étudiants nous demandaient « Pourquoi vous portez ça, monsieur? » Là, on pouvait leur expliquer, etc. Puis ça dérangeait. Puis nous, en même temps, ça nous donnait une identité collective. Les gens se reconnaissaient par notre brassard. D'autres endroits que j'ai vus, je n'ai pas inventé ça, hein, j'ai pris ça de la fonderie Horn. J'ai pris avec le syndicat de la fonderie Horn, et puis eux, pour les déléguer pendant la négociation collective, ils avaient des brassards verts, ça allait bien. Jaune, c'était la négociation collective tardait, et rouge, ça allait vraiment mal. Et puis quand il y avait rouge, les gens savaient qu'il y avait une réunion à la fin du corps du travail pour donner de l'information. Mais ça, c'est une forme de mobilisation. Donc, puis la raison pourquoi ils faisaient ça, c'est que l'employeur interdisait à l'exercice syndical l'accès à l'usine, à la fonderie, tant qu'ils n'avaient pas conclu la convention collective. Donc, ils avaient développé des systèmes de communication et qui mobilisaient de cette façon-là. Juste de petites choses, mais quand même qui font en sorte que les gens sont plus au courant, sont plus mobilisés, ils s'identifient l'un à l'autre, puis ils ont l'impression d'être en action, de s'approprier leur négociation collective. Donc, on commence petit, puis ensuite, on tombe vers les actions plus lourdes. Il faut les amener. Vous savez, fréquemment, on dit, surtout des gens qui n'ont pas de culture syndicale, vous avez plusieurs jeunes, hein, le plus difficile, c'est qu'ils prennent la pancarte. Ça, c'est plus difficile parce qu'ils s'affichent à ce moment-là en opposant, en contestataire. Puis les gens n'aiment pas nécessairement ça. Mais lorsqu'on commence par de petites actions qui font pas mal, ils s'approprient un petit peu ça, puis ils s'acclimatent à cette action-là.
Puis éventuellement, bien, ils vont aller vers les plus lourdes, les actions les plus lourdes. Il faut voir ça là, comme un principe de gradation un peu. Puis éventuellement, on arrive vers les plus lourdes. Et Dieu sait que vous avez besoin de mobilisation là, pour vos conditions de travail. Là. Mais il ne faut pas que ça s'attende à un Big Bang en partant. Il faut commencer petit. Puis éventuellement, ça tombe dans un Big Bang et ça fait des petits pour plus tard. On va en parler tantôt. Là. Est-ce que ça répond à votre question? Madame la présidente de l'Assemblée? Donc, est-ce que je peux continuer le partage? Il y a une dernière question encore, Ah, OK, M. parfait, Jain. ça. Hey, c'est bon. Ben, je me permets de prendre la parole parce que je pensais que ma présidente allait répondre à Mme Sally concernant la présence du syndicat lors des nouveaux employés puis tout. Puis, ce que je voulais juste dire, c'est que ça se négocie, ça. Oui, c'est ça. Nous, on a négocié un arrangement local à tout maintenant. Je ne ferai pas l'historique, là, mais maintenant, tous les lundis, les nouveaux employés sont rencontrés et on a une entente avec l'employeur. Après, ils sont à nous. Et on a un certain temps, là, Christine me corrigera le nombre de temps qu'on a, et je crois même que c'est l'employeur qui les paye. Oui, tout à fait. Et ils sont à nous pour un certain temps, et là, bien évidemment, on les garde, puis on fait ce qu'on en fait en tant que syndicat. Là. Ça, c'est Alors, bon, je ça. me dis, ça se négocie, ces choses-là. C'est dans l'entente locale. Dans les ententes locales, oui. Effectivement. Nous, c'est ce qu'on a. C'est très bien, ça. C'est tout. Je voulais juste apporter ce point-là à Mme Sally pour dire que ça existe, ces choses-là. Ouais, c'est bon, ça. Mais c'est à négocier. C'est ça. Nous, on l'a négocié aussi à l'Université Laval. Il y a une rencontre pour les nouveaux professeurs, nouvelles professeurs avec le syndicat. À toutes les sessions. Je vais juste faire une parenthèse. Merci. C'est bien. Madame Sally. Il y avait Sally qui a levé sa main. Oui, c'était pour dire que mon collègue m'a dit qu'il le faisait. On n'a peut-être pas négocié, mais on le fait. OK, d'accord, parfait. Voilà. Excellent. Bon, merci. C'est bon, ça, c'est bien, ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui sont levées? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est fait. On poursuit le partage. Donc, on a discuté de ceci. Donc, le régime, ça a certaines conséquences, hein, comme que je mentionnais pour la mobilisation, dans la mesure où il faut rapprocher les salariés de la négociation collective. Il faut faire vraiment des efforts. Ouh, le temps passe. Hein? OK, là, on va passer à quelque chose d'autre immédiatement, là, parce que le temps passe un peu. Là. Donc, on sait très bien ce que j'ai mentionné déjà. Ça mentionne ce que j'ai dit. On a une négociation collective qui se situe hors des lieux de travail. Les interactions entre les parties à la table de négociation sont loin des personnes salariées. Ça, c'est important à comprendre. Parce qu'en relation de travail, notre système, originalement, c'était des négociations décentralisées, justement pour que les salariés puissent s'approprier la négociation et la décision sur leurs conditions de travail. Alors que dans votre contexte à vous, c'est comme externe. C'est négocié ailleurs. Hein? Il y a également le fait que le Conseil du Trésor est de plus en plus présent dans vos négociations sectorielles, ce qui rehausse encore plus l'aspect politique, mais également ce que ça veut dire. C'est qu'à vos tables sectorielles de négociations collectives, ils ont la possibilité de dire oui. Alors qu'avant, ils devaient aller obtenir l'assentiment du Conseil du Trésor. Maintenant, ils ont la possibilité de dire oui. Donc, les moyens de pression peuvent avoir un effet plus important maintenant. Et puis, bien sûr, on est dans un contexte d'une réforme qui va centraliser encore plus les relations de travail avec les 4 catégories salariales. Donc, qui va éloigner même les ententes locales des lieux de travail. Parce qu'on va appeler ça une entente locale, mais pour la province. Ça va être drôle. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Donc, maintenant, la mobilisation. Comment? Hein? Un des grands chercheurs en termes de mobilisation, qui fait beaucoup de recherches empiriques terrain, c'est John Kelly. Un de ses livres fondateurs, qui est encore une pierre angulaire aujourd'hui, c'est son livre de 1998. Ce que Kelly mentionne, sa théorie, ce qu'elle mentionne, c'est que la présence d'une injustice au travail, par exemple, une charge de travail trop lourde, du temps de travail trop long, un travail qui est trop exigeant, une situation où on subit du harcèlement organisationnel, par exemple. Ce n'est pas suffisant pour susciter la mobilisation. Cette injustice-là doit être mobilisée. La personne doit sentir qu'on mobilise l'injustice. Hein? Et elle est un point d'entrée pour la mobilisation des membres. Une des choses que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas se limiter seulement à défendre les intérêts des salariés et leurs revendications par rapport à la convention collective. Il faut profiter également de ce qu'ils vivent, qui n'est pas couvert par la convention collective, pour valoriser le syndicat
et pour justement se rapprocher des membres. Par exemple, parfois, il va y avoir des questions qui ne sont pas couvertes par la convention collective. Le syndicat va dire, ben nous, on ne peut pas te défendre. Par contre, on peut se faire leur porte-parole en comité de relations de travail quand même pour que la personne salariée ait au moins la conviction que le syndicat parle pour elle en tant que personne au travail. Donc, ça, c'est le premier jalon. Ensuite, par contre, ce qu'il faut faire attention, hein, puis ça, on le voit beaucoup lorsque les gens vivent des situations qui sont délétères pour leur santé mentale au travail. Le sentiment d'injustice, ça peut conduire à des réflexes individuels de protection. Je me renferme sur moi-même. Je quitte l'emploi. Je m'absente plus fréquemment. Je fais du présentéisme au travail. Mais ça, ce n'est pas de la mobilisation. Hein? C'est plutôt le contraire. La personne devient de plus en plus démobilisée. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Le sentiment d'injustice, par contre, lorsqu'on est devant un syndicat qui est proactif, qui va devant ses membres pour les rencontrer et discuter avec eux, ça peut susciter des réflexes collectifs et mener à des actions collectives pour faire changer les choses. Ça, par exemple, vous donnez l'exemple dans l'hôtellerie, sur la charge de travail des personnes qui font l'entretien des chambres. Charge de travail extrêmement élevée. Les syndicats sont arrivés à diminuer cette charge de travail à travers le temps, non pas en s'appuyant uniquement sur la convention collective, mais en prenant toutes les revendications des membres, essentiellement des femmes, qui étaient là, qui leur a permis de les mobiliser, parce que c'était difficile de les mobiliser. Donc, il y avait beaucoup de femmes, justement, qui viennent de l'immigration. On prenait leurs revendications au travail et hors travail. Le syndicat se valorisait auprès d'elles. Donc, on est parvenu à mobiliser de cette façon-là pour qu'elles appuient les revendications vers une réduction du nombre de chambres à faire par jour. C'est un exemple anodin, là, mais c'est par de l'action syndicale qui prenait soin de la personne complète qu'on est arrivé à la convaincre de la valeur du syndicat, du collectif. Et puis, il rencontrait fréquemment les gens autour d'un café pour discuter des enjeux. Pas seulement ce qui est couvert par la convention collective. Hein? Donc, ça peut amener justement des actions collectives pour faire changer les choses, faire en sorte qu'on est mieux soudés et qu'on se comprenne mieux. Et pour cela, parfois, moi, je mentionne aux gens qu'il faut parfois repenser nos assemblées syndicales. Nos assemblées syndicales sont fréquemment statutaires. Hein? C'est l'exécutif qui rend compte de ses actions, de ses décisions pendant le mandat ou pendant la partie du mandat où on se rencontre. Donc, c'est l'exécutif qui rend des comptes. Donc, on a plein de rapports. Les préoccupations des membres viennent après. Il faut peut-être inverser parfois la logique, puis de faire ce que moi j'appelle des assemblées de membres, où on part des préoccupations des membres. C'est sûr que c'est insécurisant pour l'exécutif syndical. Par contre, ça permet aux membres de se créer, à travers le syndicat, un lieu de discussion et d'échange. Et puis, lorsqu'il se crée un lieu de discussion et d'échange, à ce moment-là, ils échangent entre eux leur logique, ils viennent qu'ils se comprennent, puis également, ils mettent de la valeur sur ce lieu qui est le syndicat. Ils vont le valoriser. Je peux m'exprimer à cet endroit-là. On tient compte de mes intérêts. On peut échanger entre nous. Puis ensuite, ils nous représentent. Donc, il faut aller vers ce genre d'approche pour que les gens aient des réflexes collectifs. Parce qu'une des choses hein, qu'on voit beaucoup quand on a des sentiments d'injustice au travail dans notre système nord-américain, c'est le grief. Mais le grief, ce n'est pas un facteur de mobilisation. Souvent, c'est un facteur de démobilisation. Parce que le grief, d'abord, individualise la situation. OK, tu as fait ton grief, ça rentre maintenant dans la machine à saucisses administrative, puis on réglera ça avec l'employeur quand ça arrivera. Mais c'est long. Hein? Les employeurs savent ça, là. Ils jouent ça pour que ça soit long. Puis pendant ce temps-là, on n'a pas réglé le problème de la personne, on passe à autre chose, etc. Il faut plutôt profiter de ces injustices-là pour faire un collectif revendicateur. C'est pas quelque chose de facile, là. Je ne prétends pas que c'est facile, mais il faut le tenter, puis à travers de petites initiatives. Et pour cela, ce que les études démontrent, pas seulement celle de Kelly, mais également celle de Bradbury aux États-Unis et de Darlington en Grande-Bretagne, ce qui démontre, c'est que le leadership proactif a un rôle important dans cela. Le leadership proactif est celui qui va au-devant des membres. Il n'attend pas les membres. Donc, il va au-devant des membres. Donc, les syndicats locaux peuvent utiliser le sentiment d'injustice pour mobiliser les membres derrière un projet qui vise à corriger une situation. Pour cela, c'est un leadership qui est proactif plutôt que réactif. C'est exigeant, là. Ça prend un leadership qui est partagé à ce moment-là. Donc, où on va au-delà des membres, on les écoute.
et on les laisse s'exprimer. Trop souvent, hein, ça se passe comme qu'est-ce que je fais là, là. Je vous parle. Hein? Faut plutôt les laisser s'exprimer. Puis pour construire, ça revient à ce qu'on parlait pour la mobilisation locale, des actions avec les membres. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il ne faut pas rejeter une action du revers de la main. Il faut voir, là, OK, ils ne veulent pas faire une chose qui va frapper fort, mais ils veulent faire quelque chose. On va commencer avec ça. Puis on va les amener tranquillement vers des actions qui sont plus lourdes. Puis fréquemment, ça fonctionne. Hein? Ce genre d'approche. Encore une fois, ce n'est pas du pudding instantané, ce n'est pas du gâteau Duncan Hines, mais c'est tout simplement prendre de petites initiatives. Il faut reconnaître que qu'est-ce qu'on fait, c'est du bricolage. On bricole. Donc, il y a de l'essai et erreur dans ça. Puis ce qui est bon parfois, puis pour l'ensemble de l'organisation syndicale, ces différentes sections syndicales, c'est dans un Google Doc, garder un document où on va inscrire, nous, telle section locale, on a fait telle action, voici pourquoi qu'on la faisait, tel enjeu. Ça a permis de regrouper tant de membres, on considère que c'est un succès, oui ou non, et quels ont été les facteurs de succès, les facteurs qui ont fait en sorte que c'est moins un succès. Ce que ça permet de faire, c'est que les autres peuvent apprendre. À ce moment-là, on développe un apprentissage organisationnel dans l'organisation syndicale, où les gens ont un répertoire d'actions. Puis ça facilite encore les échanges entre les gens. C'est quelque chose que je recommande beaucoup aux organisations syndicales de le faire. C'est simple à faire, c'est rapide et ça fait en sorte qu'on communique d'une section à l'autre, qu'on échange nos idées, nos bons coups comme nos mauvais coups. Donc, ça fait partie de construire des actions. Bien sûr, les initiatives locales doivent recevoir l'appui des membres. Pas arriver là, de la top-down. Puis ça, c'est un des problèmes dans le secteur public. Étant donné que le régime, il est centralisé. Donc, il fait en sorte que les syndicats amènent leurs ressources au niveau sectoriel et amènent leurs ressources au niveau national intersectoriel. Mais ça fait en sorte que trop souvent, les moyens d'action sont parachutés du haut vers le bas. Puis les gens sont un petit peu instrumentalisés comme ça. Ça en prend, là. À un moment donné, il faut sortir, là, tout le monde. Là. Mais ça doit être précédé, d'après moi, d'actions qui sont plus des initiatives locales. Il faut juste donner une idée, là, quelque chose d'assez drôle. Là. Je travaillais avec des professionnels. Okay? C'est chez Hydro-Québec. Okay? Ah non, pas chez Hydro-Québec, excusez-moi, c'était pas ça le cas. C'était dans une compagnie d'assurance. Je travaillais avec des professionnels. Comme action, ce que les gens faisaient, c'était des dessins qui communiquaient leur état d'âme aux autres. Puis ils affichaient ça dans leur cubicule un peu partout, etc. Puis là, les employeurs ont commencé à se poser des questions. Là. Puis là, les gens l'utilisaient comme moyen de communication. Puis ça fonctionnait. Puis de ça, il est ressorti des slogans, toutes sortes de choses. Puis ça a permis justement aux gens de développer une propre logique commune. Puis de se comprendre mieux. Puis de se considérer. Donc, pour moi, ça doit émerger de la volonté des membres, ce qu'elles et ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. Donc, être adapté aux contraintes qui sont vécues par les membres, les petites actions locales. Là, hein? Puis Labor Notes, c'est intéressant. C'est un groupe qui est aux États-Unis de syndicalistes qui fait de la formation syndicale depuis plusieurs années avec des professeurs d'université qui sont intéressés au domaine du travail. Eux, ils s'intéressent en partie, d'une façon importante, à identifier comment est composée une organisation syndicale. Puis on peut y penser comme une cible, une organisation syndicale. Au centre, vous avez vos militants, vos militantes. Ça, c'est vous. Ceux et celles d'entre vous qui êtes présents ici aujourd'hui. Vos exécutifs, vos personnes déléguées, donc ceux qui s'impliquent au quotidien dans l'organisation syndicale. Eux, on sait qu'on va les mobiliser. Sont mobilisés, sont mobilisables. Ensuite, on a les engagés, ceux qui se présentent quand on fait des actions. Quand il y a des assemblées, peu importe, qu'elles soient en ligne ou peu importe. Donc, ça, ce sont mes engagés, les personnes qui sont engagées. Et j'ai finalement mes sympathisants. Les sympathisants, eux, ils vont, sont un noyau externe, eux, ils vont attendre pour voir s'il y a une action. Ils sont sympathiques à la cause syndicale, ne veulent pas trop s'impliquer. Mais s'il y a une action, ils vont être là. Ils ne sont pas les plus brillants, mais ils vont être là. Par contre, j'ai deux autres groupes. Puis quand je fais de la mobilisation, ça me permet fréquemment d'identifier qui sont mes engagés, qui sont mes sympathisants. Lorsque je laisse les gens au local organiser des activités. Ceux qui vont venir pour organiser des choses, ce sont des engagés, ce sont des sympathisants. J'ai un bassin ici de leaders. Je peux partager le leadership avec ces personnes. Je peux les identifier pour l'avenir et pour le présent. Que ces personnes-là sont prêtes à faire un pas.
dans l'organisation syndicale. Donc, ensuite, nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a une banque maintenant, suite à nos actions locales à l'Université Laval, de 138 profs qui sont nos engagés, nos sympathisants, qui vont militer avec nous pendant la durée de la convention collective pour préparer la prochaine et qui ont été extrêmement actifs et actifs lors de notre dernière mobilisation. Ce qu'on leur demandait de faire à ces gens-là, on a fait un appel aux bénévoles, puis ensuite on leur demandait, proposez-nous des activités, comment vous pourriez le faire, venez nous rencontrer, on va travailler ensemble. Là, on travaillait, même nos slogans, c'est eux qui décidaient, donc on a leur donné une très grande marge de manœuvre, puis eux se sont appropriés le syndicat. Mais vous savez, maintenant, là, ils sont dans tous nos comités, partout. Puis, ce qui est dangereux, là, c'est qu'ils veulent continuer à en découdre avec l'employeur, là, mais ça, on va laisser passer. Ça nous permet également de voir deux autres groupes, les apathiques et les hostiles. Les apathiques, ce sont ceux qui sont anti-syndicaux, mais qui ne l'exprimeront pas. Fréquemment, là, on ne peut pas dépenser de l'énergie de mobilisation sur ces gens-là. Parce qu'ils vont venir dans les activités, puis ils vont nuire à l'ambiance. Ils vont nuire à la valeur de l'activité. Et bien sûr, les hostiles vont parler contre. Donc, ils vont jouer contre nous. Des assemblées, ils vont jouer contre nous. C'est ce qu'ils vont faire. Parfois également, hein, ce sont des mouchards pour la direction. Là, hein. Donc, ça, on tente autant que possible de les ignorer. C'est sûr qu'on ne peut pas les empêcher de participer, mais on ne leur donne pas de rôle de leadership. Puis quand on organise des activités locales, on identifie ces groupes-là. On voit c'est qui. Ah, Marie-Claude s'implique, puis Yvon s'implique, etc. Lui, il parle toujours contre le syndicat, il faut peut-être l'éviter. Ça ne sert à rien qu'on gaspille de l'énergie à s'ostiner avec lui. Il y a toujours les réponses qui sont données par Radio X, par exemple, ou peu importe. Là. Donc, il faut les éviter autant que possible. Il faut s'appuyer sur nos militantes, nos engagés, nos sympathisants et nos sympathisantes. C'est ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, ça termine, parce que là, on va manquer de temps, ça termine un petit peu ma présentation, puis là, on va pouvoir prendre d'autres questions si vous avez du temps. Pour moi, le contexte actuel de relations de travail, qu'on soit le contexte externe, l'économie, les pénuries de main-d'œuvre, mais également la composition de vos organisations syndicales, elle change. On a plus de diversité. De diversité autant de culturelle que de diversité d'âge, que de diversité de genre. On a toutes sortes de choses. Hein? Donc, ça demande de revoir nos façons de faire, incluant la mobilisation, parce que nos façons de faire ont été faites pour un certain profil hein, d'individus. Hein? La personne blanche, fréquemment qui sort des baby boomers ou des X, hein, qui a été acculturé au syndicalisme, qui a accepté les façons qu'on faisait parce que ça lui convenait, puis fréquemment qui ont tous la même âge, puis donc qui pensent tous pareil. Maintenant, c'est plus ça. Donc, il faut revoir un petit peu nos façons de faire, puis peut-être accorder plus de flexibilité aux membres, puis avoir plus d'écoute. Hein? Puis il faut aller au-devant des membres. Surtout qu'une des grandes difficultés qu'on a de nos jours, c'est qu'il manque de culture syndicale dans la population, de culture collective, de combat dans notre population. Donc, lorsque vos plus jeunes arrivent, là, fréquemment, ils ont des réflexes individuels. Puis ce n'est pas de leur faute, c'est ce qu'on leur a montré dans notre système d'éducation. Fais de l'avancement par toi-même, tes efforts, toi. Les syndicats, c'est pas bon, là, ils vont t'empêcher de. Donc, il faut hein, aller au-devant des membres, les écouter pour les comprendre et ensuite leur répondre. Donc, il faut écouter leurs idées, proposer des moyens qui sont à la hauteur des capacités, donc des leurs. Il s'agit de bricolage. Il y a peu de recettes 100% certaines. On ne peut que proposer des choses. Et puis c'est là que j'abandonne ma présentation formelle, je vais arrêter l'échange pour vous dire quelque chose. Vous êtes des travailleurs, des travailleuses des secteurs publics, entre autres de la santé. Vous assurez la bonne gestion de notre régime de santé. C'est dans un contexte où il manque de ressources, où il y a énormément de pression. Sans vous, on n'a pas accès à des services de santé. En tant que citoyen québécois, en mon nom et au nom des membres de ma famille, je vous remercie pour cela. Vous travaillez dans des conditions difficiles. Deuxième chose, je suis un professeur de relations industrielles. Les relations industrielles sont fondées sur l'idée qu'on doit avoir une démocratie représentative au travail et que par l'action collective, les travailleurs et travailleuses arrivent à résoudre des enjeux et à obtenir des améliorations dans leurs conditions de travail. Mais pour cela, ça prend des militants et des militantes qui représentent les travailleurs et travailleuses. Ça, c'est vous. Ça donne un sens à mon métier à moi et à ce que moi je fais avec mes étudiants. Et encore une fois, pour cela, je vous remercie énormément.
qu'à vous assurer de la démocratie au travail. Peu importe. Et puis Dieu sait que vous en prenez, hein? Donc, je vous remercie énormément pour cela. Je vous remercie de votre participation. Si vous avez d'autres questions, là, moi, je suis prêt. Moi, je suis habitué 3 heures. Là, hein? Merci aussi, hein, Jean-Noël, pour votre temps avec nous. C'est très, Ah, mais très, c'est très, merveilleux. très Moi, je trouve ça apprécié. stimulant. Là. Il y a eu plein de questions au début. Là. C'est super le fun. Là. Vous êtes une bonne gang. Là. C'est le fun. Donc, moi, je suis prêt à prendre des questions là, si vous avez encore du temps. Là. J'en ai vu. J'en ai vu. Oui, monsieur Vien. J'aime ça conclure. Si je comprends bien, là, l'action syndicale, là, ça passe par des micro-actions, hein, mais Oui. vraiment des micro-actions Oui. pour éventuellement espérer, lors de macro-actions, tous ces micros-là Oui. se présentent. C'est exactement. Ouais. C'est exactement ça. C'est ce que chez nous, on fait au plus petit possible. Là. On se C'est dit, bon. même C'est s'il y en a très rien bien qu'un, ça. c'est important. Ouais, ça, c'est super bon, ça. Ça, c'est très, Oui. très bien. Merci.